Bonjour à toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. Dans ce troisième rendez-vous et donc dans cette troisième vidéo, j'ai choisi de présenter pour vous un grand auteur en finance comportementale, tout comme Robert James Shiller. Donc la finance comportementale, je rappelle, se base sur les principes fondamentaux de la science, de la psychologie, des neurosciences et des biais cognitifs. Donc pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aller regarder la vidéo dédiée à Shiller pour apprendre un peu plus sur ses travaux sur l'exubérance irrationnelle et les esprits animaux. Alors, le grand auteur que j'ai choisi pour vous dans cette vidéo a reçu le prix Nobel en 2017 avec Cass Sunstein, qui est juriste et professeur de droit américain, renommé. Il a joué un rôle clé pour appuyer l'adoption du nudge par le gouvernement américain et les entreprises. C'est vrai qu'on a réalisé plusieurs vidéos sur des Nobéliens, mais on n'est jamais vraiment revenu sur les origines du prix Nobel, qui est en hommage à Alfred Nobel, un chimiste éclairé qui a établi le prix Nobel en décidant de consacrer sa fortune à la science et en le demandant dans son testament à la surprise de tout le monde. Donc revenons sur notre grand auteur de cette vidéo qui a obtenu le prix Nobel en 2017 avec Cass Sunstein, qui a aussi co-dirigé un projet avec Shiller, un projet financé par la Russell Sage Foundation qui vise à améliorer les conditions de vie et sociales aux États-Unis. Alors l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Richard Thaler. Alors dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Richard Thaler et la genèse de son œuvre. Alors, l'ironie du sort est qu'il est professeur à l'université de Chicago Booth School of Business. Vous vous souvenez, qui d'autre était professeur à Chicago Booth? Eh bien, il est collègue de Eugene F. Fama, le grand défenseur de l'hypothèse de l'efficience des marchés. Nous avons vu dans la vidéo de Fama, que vous pouvez regarder dans le feed de mon channel, que Fama et Shiller ont obtenu le prix Nobel tous les deux la même année en 2013, alors que l'un prône l'irrationalité et l'autre la rationalité. Là encore, quand on voit que Thaler et Fama sont collègues, encore une fois, j'ai envie de dire une belle preuve d'ouverture d'esprit des scientifiques, à l'image des grands sportifs. Alors, Richard Thaler porte le titre de Charles L. Walgreen Distinguished Service Professor of Economics and Behavioral Science. Un professeur ayant ce titre est reconnu pour ses contributions exceptionnelles en économie et sciences comportementales. Le titre est financé par une dotation en l'honneur de Charles R. Walgreen. Pour votre culture, ce prix, bien sûr en hommage à Charles R. Walgreen, qui est un fondateur d'une chaîne de pharmacies, les pharmacies Walgreens. La fondation Walgreen reflète tout simplement l'amour et l'engagement de cette famille à la recherche et à la science dans des domaines jugés importants. Alors, revenons aux travaux de Thaler. Les travaux de Thaler portent principalement sur la comptabilité mentale, l'utilité transactionnelle et leur application sur les marchés financiers. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce qu'une comptabilité mentale et qu'est-ce qu'une utilité transactionnelle. La comptabilité mentale est une séquence d'opérations cognitives pour prendre des décisions financières basées sur la valeur, soit en termes de gains, soit en termes de pertes. La fonction de la valeur est concave du côté des gains, toutefois, elle est convexe du côté des pertes. La fonction de la valeur est aussi pointue
du côté des pertes, car la peine éprouvée par la perte est souvent supérieure au plaisir et au bonheur éprouvés par les gains. En effet, l'aversion aux pertes peut expliquer pourquoi les individus accordent une importance à une chose qu'ils la possèdent plutôt à une chose qu'ils ne possèdent pas. Ce phénomène s'appelle l'aversion à la dépossession. Thaler utilise un exemple donné par Daniel Kahneman et Amos Tversky. Kahneman lui aussi a reçu le prix Nobel en 2002. Tous les deux, Kahneman et Tversky, sont concepteurs de la théorie des perspectives, qui vient remettre en question la théorie de l'utilité espérée de John von Neumann et Oscar Morgenstern. La théorie de l'utilité espérée explique que les individus sont supposés avoir des préférences rationnelles, c'est-à-dire ils préfèrent des résultats qui offrent une plus grande utilité ou satisfaction à des résultats qui offrent une moindre utilité ou satisfaction. Ils sont aussi capables de calculer et de comparer les préférences des conséquences des résultats possibles. Ce constat est vrai, puisque le monde n'aurait connu ni guerre, ni dépression, ni misère. C'est bien la preuve tangible de notre irrationalité collective. Bon, fermons cette parenthèse. Et donc, la théorie des perspectives de Kahneman et Tversky n'est qu'une alternative à la théorie de l'utilité espérée de von Neumann et Morgenstern, qui suggère que les individus évaluent les probabilités de manière subjective et non pas objective. Cela signifie que les individus sont plus sensibles aux pertes qu'aux gains, de même valeur absolue, ce que Thaler qualifie de misbehaving. En français, on parle de mauvais comportement ou mauvaise conduite. En effet, Thaler, aussi bien que Kahneman et Tversky, sont d'accord avec l'idée qu'il faut faire de la recherche en économie avec des homo sapiens évoluant dans un monde moderne, dans un monde réel, plutôt qu'avec des homo economicus imaginaires, des modèles économiques classiques. Je vais vous partager une citation connue de Thaler. Si les agents économiques ne se comportent pas comme le prévoit le modèle d'utilité espérée, c'est le modèle qu'il faut changer et non les individus. Et donc, je vous disais que Thaler a utilisé un exemple donné par Kahneman et Tversky pour expliquer la comptabilité mentale. Alors, il nous dit, fermez les yeux, imaginez. Imaginez que vous soyez sur le point d'acheter une veste qui coûte 125 $. Le vendeur de la veste vous informe que la même veste est en solde à 120 $ dans un autre magasin de l'enseigne qui est à 10 minutes. Est-ce que vous décidez de faire la route jusqu'à l'autre magasin? La réponse est normalement non. Maintenant, fermez les yeux, imaginez que vous soyez sur le point d'acheter une veste qui coûte cette fois-ci 15 $. Le vendeur de la veste vous informe que la même veste est en solde à 10 $ dans un autre magasin de l'enseigne, toujours à 10 minutes. Est-ce que vous décidez de faire la route jusqu'à l'autre magasin? La réponse est normalement oui. Eh bien, Thaler nous explique que pour un montant économisé similaire en valeur absolue, qui est 5 $, la décision va être différente. La personne va accepter de faire le détour pour économiser 5 $ quand le prix est de 15 $, car une économie de 5 $ sur 15 $ paraît plus importante qu'une économie de 5 $ sur 125 $. La forme de la fonction de valeur est donc bien concave du côté des gains, car on a une sensibilité qui est décroissante par rapport au prix de référence. Donc, quand on s'éloigne du prix de référence, on va avoir une sensibilité qui est décroissante. Donc, on voit bien que nos choix ne sont pas toujours rationnels.
À partir de là, Thaler développe le concept de l'utilité transactionnelle. L'utilité transactionnelle permet de comparer le prix acquitté ou le prix payé par rapport à un prix de référence ou le prix marchand. Le but est de distinguer une escroquerie d'une bonne affaire. Il donne l'exemple suivant. Vous êtes allongé sur la plage au soleil, la seule chose que vous avez à boire est de l'eau fraîche. Un ami vous propose de vous ramener une canette de bière d'un point de vente situé à proximité. Le point de vente peut être un hôtel de luxe ou une épicerie. La canette de bière pouvant être plus chère, votre ami vous pose la question « Combien vous êtes prêt à payer cette canette de bière ?» Et il vous assure de ne l'acheter que si son prix est inférieur ou égal au prix que vous allez lui communiquer. Bien sûr, vous avez confiance en votre ami et il n'y a aucune négociation possible ni dans l'hôtel de luxe ni dans l'épicerie. Et donc, quel est le prix que vous allez lui communiquer? Là, telle est la question posée par Thaler dans son expérience, parce que lui, il faisait des designs de plans d'expérimentation pour tester ces hypothèses. Alors, lorsque les deux versions de ce problème sont présentées, l'hôtel de luxe versus épicerie, nous dit Thaler, le prix médian proposé par les répondants à cette enquête est de 7,25 $ pour l'hôtel de luxe et seulement 4,50 $ pour l'épicerie. Ce qui est vrai et logique, c'est plutôt proche de la réalité. Ce résultat montre que les agents sont prêts à payer des prix différents pour une même bière consommée au même moment, en fonction de sa provenance. Payer 7,25 $ pour une bière provenant d'un hôtel de luxe est certes ennuyeux, mais ne surprend pas, alors que payer ce même prix pour une bière provenant d'une petite épicerie est juste impensable. Cette tendance est utilisée par certaines enseignes, notamment dans l'industrie du textile aux États-Unis, en proposant des prix cassés, mettant en avant l'économie qu'on peut réaliser par rapport au prix de référence. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage dans la théorie des nudge marketing, quand on utilise la technique des prix barrés. Vous avez le prix initial et ensuite le prix soldé. Et donc, ça vous permet d'avoir un biais d'ancrage puisque vous voyez tout de suite l'économie que vous pouvez réaliser par rapport au prix de référence. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les travaux de Thaler et Cass Sustain sur le nudge marketing dans cette vidéo, mais si vous le demandez en commentaire, je vous promets de réaliser une vidéo sur ce concept fondé sur le principe du paternalisme libertarien, c'est-à-dire orienter les choix des individus pour leur propre bien en préservant leur liberté de choix. Petit teasing, si jamais vous en voulez plus, vous me le demandez en commentaire et je vous le ferai avec grand plaisir. Mes chers abonnés, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris les notions de comptabilité mentale, donc le raisonnement cognitif basé sur la valeur en termes de gains ou de pertes, l'utilité transactionnelle, qui est la différence de prix entre le prix acquitté et le prix de référence ou le prix marchand, ce qui montre que le contexte et l'environnement que Gigi Genzer, l'auteur de Fast and Frugal, appelle le système écologique peut stimuler des biais cognitifs et de jugement. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo où nous allons voir comment Thaler a appliqué les concepts d'utilité transactionnelle et de comptabilité mentale au marché financier. Alors, Thaler montre que l'utilité transactionnelle a un impact direct sur les marchés, car certains actifs peuvent être achetés uniquement parce qu'ils sont perçus comme de bonnes affaires. Un gain entraîne une aversion au risque et donc un comportement riscophile. L'aversion au risque dépend bien sûr de la fréquence avec laquelle l'individu va solliciter ses comptes mentaux. Cette aversion, surtout, plus important, va entraîner un phénomène de myopie, le Myopic Loss Aversion. Les investisseurs
ont tendance à vendre les titres gagnants alors que la rationalité les pousserait à vendre les titres perdants. Oh, il faut savoir que le phénomène du Mupiclous Aversion, le MLA, est une combinaison de l'aversion aux pertes et d'une courte période d'évaluation. D'ailleurs, Thaler a utilisé ce phénomène de MLA pour expliquer l'inefficience des marchés, donc l'écart entre les rentabilités des actions et des obligations. L'aversion au risque, le fait que les investisseurs aient une courte période d'évaluation, peuvent expliquer pourquoi les investisseurs sont réticents à détenir des actifs risqués. Du fait de leur MLA, les investisseurs oublient la rentabilité supérieure des actions sur le long terme et demandent une forte prime pour accepter la variabilité de leur rendement à plus court terme. Si leur horizon d'évaluation était plus long, la prime de risque serait moins élevée, nous dit Thaler. Alors, tous les investisseurs n'ont pas de capacité cognitive illimitée. Ils n'agissent pas toujours comme le prévoit l'hypothèse d'efficience des marchés, l'EMH. Selon Kahneman et Tversky, les individus ont tendance à faire des prévisions tranchées, mais à partir d'éléments peu informatifs. Ce défaut vient d'utilisation d'heuristiques de représentativité qui conduit à des jugements par association ou ressemblance en oubliant les fondamentaux et probabilités objectives. Sur un marché financier, cette heuristique peut se traduire par un phénomène de surréaction aux événements mineurs et donc de surréaction de l'évolution d'un marché comme des bulles ou des crashs. Thaler, en analysant un portefeuille avec 35 titres gagnants, donc PER élevé, et 35 titres perdants, donc avec un PER faible, en janvier de chaque année, il observe un saut sur la courbe des perdants, remettant ainsi l'EMH. Pour défendre la sacro-sainte, donc l'hypothèse des efficiences de marché de Fama et French, Fama et French expliquent que cette inefficience peut être expliquée par le trade-off entre la rentabilité et le risque. L'investisseur va demander un supplément de risque pour le portefeuille des perdants. Vous pouvez aussi consulter la vidéo sur Fama et French si vous voulez en savoir plus sur les autres facteurs qui pourraient expliquer l'inefficience de marché, tels que la non-incorporation de l'entièreté des informations, que ce soit privées ou publiques, donc la totalité de l'information dans les marchés et les prix des actions, ou encore la vitesse d'incorporation des informations sur les marchés. Alors, Thaler, quant à lui, avance l'explication suivante. C'est plutôt le sentiment de l'investisseur individuel qui pourrait expliquer cette inefficience. Parce que l'investisseur individuel va avoir tendance à préférer les entreprises à petite capitalisation, donc les small, les entreprises de petite taille, par rapport à des grandes entreprises, les entreprises donc de grande taille qu'on appelle les big. De ce fait, la rentabilité d'un portefeuille long-short, fondé sur la taille des firmes, la position longue, donc c'est là où on va favoriser l'achat des petites capitalisations, alors que la position courte, c'est là où on va favoriser la vente à découvert des grandes capitalisations. Et Thaler dit, eh bien la taille des marchés peut être une bonne variable proxy pour le sentiment de l'investisseur. D'ailleurs, à partir de là, Fama et French nous proposent le modèle à 3 facteurs où ils incluent la taille et la valeur. Toujours ces explications, vous les trouverez dans la vidéo dédiée à cet auteur. Alors, le point commun de Thaler et de Fama et French est qu'ils sont tous d'accord sur le rôle clé de la prime de risque. Pour expliquer l'inefficience du marché, bien sûr. La seule différence, c'est que Thaler admet que celle-ci est stimulée par le sentiment de l'investisseur. Et là
arrivent les apports de la finance comportementale, des biais cognitifs et de la psychologie. Thaler observe un phénomène similaire avec l'énigme des fonds fermés, où les investisseurs acceptent de payer plus cher le prix d'une action par rapport à sa valeur théorique, avec un risque de décote en plus. Bon. Sauf que Fischer-Black, l'un des auteurs de l'évaluation des options d'achat, Call Option, partisan des défenseurs de la théorie de l'efficience des marchés, je vous ferai une vidéo sur Black and Scholes et l'évaluation des options d'achat. Eh bien, Black a contre-argumenté l'argument de Thaler en donnant l'explication suivante qui est que les nose traders ou les petits porteurs sont sans importance car leurs transactions sont aléatoires et modiques, basées sur des informations de bruit, comparées aux professionnels de la finance qui sont plus fortunés et plus intelligents. Et donc, Thaler s'oppose à ce constat et montre que l'hypothèse des transactions des noise traders sont aléatoires et fausses, car ces transactions ne reposent pas sur des informations, mais correspondent à des comportements basés sur des vagues d'opportunisme et de pessimisme excessif. Bon, mes chers abonnés du channel de l'amour de la science, j'espère que vous avez compris les travaux de Richard Thaler sur la comptabilité mentale, l'utilité transactionnelle et l'application de ces deux concepts au marché financier pour expliquer l'inefficience. Les biais cognitifs pourraient en effet expliquer l'inefficience des marchés. C'est l'irrationalité qui peut affecter la prime de risque par une sous- ou surévaluation du risque qui conduit à l'inefficience des marchés. Mais cela ne remet pas en question l'efficience des marchés lorsque les informations sont totalement et complètement incorporées dans le marché et les prix des actions. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, mes chers abonnés. Je vous dis donc see you soon pour découvrir un autre nouvel auteur et enrichir vos connaissances de la science.